valoriser l'investissement dans la séance? Bon, il y a un truc qui est important, je sais pas si vous l'avez senti. Alors je vais parler des arbitres, du coup après on parlera éventuellement des joueurs. Mais en fait, dans les premières situations qu'elles ont sifflé, j'étais pas forcément d'accord avec elles. Simplement, je les ai laissées faire. Elles ont déjà donné un coup de sifflet, pour moi c'est énorme. Elles n'étaient pas forcément le mieux passées. Pour moi, elles sont impliquées, donc c'est énorme. Donc en fait, déjà pour moi, comment valoriser l'investissement avant peut-être la valorisation, c'est mettre un cadre qui soit plutôt bienveillant où elles s'approprient les choses et sans forcément les diriger et leur donner des consignes. Donc si au moment donné, au départ, il n'y avait pas de consignes, c'est pour deux raisons. Un, diagnostic direct pour moi, parce que si je leur donne des choses, je les influence. Donc voilà. Et puis la deuxième chose, c'est limite, elles s'approprient les choses, quoi. Elles se trompent, pas grave, on en discute. Les premières, je leur ai rien dit parce que pour moi, elles n'étaient pas forcément les plus à l'aise. Et puis puis déjà, j'étais super content qu'elles aient pris le sifflet, notamment quand elles nous disent globalement, moi, c'est la première fois que je le prends, quoi. Donc voilà, ce truc, bien, vous l'avez fait, c'est bien, c'était pas si mal finalement. Ouais, ok, oui, mais c'était pas une posture inintéressante. Voilà, tout n'était pas parfait, attention, je dis pas ça. Par rapport aux joueurs ou aux joueuses, il y a trois façons, en tout cas moi j'agis sur trois choses qui sont importantes. Vous l'avez senti dans mes feedbacks, des retours directs et retours indirects. Le premier, c'est quand on voulait des actions de défense, j'ai vraiment valorisé, j'ai parlé que de la défense. Vas-y monte, vas-y touche là, vas-y gêne là, voilà, donc ça commence par ça. Donc est-ce que c'est réellement une valorisation? C'est au moins un élément qui permet de réguler et d'avoir ces comportements-là. Ensuite, dans la valorisation, il y avait une notion de défi où finalement t'es bien placé, tu récupères la balle. Finalement, si tu es bien placé, finalement, tu n'as pas le droit de tirer. Donc, tu limites le crédit d'action du coup de l'attaquant. Donc, l'idée, c'était plutôt de jouer là-dessus. C'était plutôt de jouer sur ces leviers-là. Après, l'investissement dans la séance, alors ça peut être aussi plein d'autres choses. Là, c'était par rapport à la séance que j'ai menée, mais ça peut être sur plein d'autres choses. La plupart du temps, quand quelqu'un est en retard, alors je vous le dis, mais moi je l'ai fait aussi en étant préparateur physique, ça m'a vraiment beaucoup influencé. Mais la personne est en retard, c'est tu fais 10 pompes. La personne est en retard, c'est tu prends le sifflet. La personne est en retard, du coup, là, cette fois-ci, voilà, tu passes dans les buts. Donc en fait, il nous manque des gardiens de but, il nous manque des arbitres et il nous manque des joueurs qui font de la préparation physique. Faut pas s'étonner, ça vient de nous en fait. Et la préparation physique, globalement, on dit en permanence, mais tu cours pas et tout. Ouais, mais on passe notre temps à leur mettre globalement des défis avec des pompes et des abdos. Donc la connotation, elle est perçue comme négative. Donc au-delà de parler d'investissement, c'est qu'en fait, nous on renvoie des choses dans notre façon de fonctionner autre. Alors je dis pas que j'ai la clé, je dis juste qu'on a cette tendance-là. Et souvent l'investissement, c'est pas plutôt un investissement, c'est je n'y vais pas parce que je vais être puni en fait. Je vais être puni ou je perçois comme puni en fait. D'ailleurs le mot valorisation correspond bien. C'est pas marqué, je le dis autrement parce que les clubs sont très touchés par ça, CMCD ou valorisation. Mais obligation ou valorisation. Du coup, si je vous le dis autrement. Donc ouais, c'est une vision. C'est pas... D'ailleurs, je trouve que c'est plutôt intéressant de dire que on ne va pas forcément donner un gage à la personne qui a perdu, mais peut-être donner une opportunité à une personne qui a gagné. Peut-être que la personne qui, globalement, aurait bien sifflé la séquence, on aurait pu lui donner une série de 3 pénaltys à tirer. Ou autre chose qui pourrait être plaisant pour les filles, lui donner l'accès à. Là, on est plutôt à l'idée de pénaliser celui qui perd. Globalement, des fois, celui qui perd, il est presque gagnant, quoi. Enfin, moi, j'ai le sentiment d'avoir perdu des matchs où les filles avaient fait vraiment le bon job. Comment intéresser le public plus aguerri et plus âgé? Alors plus âgé, du coup, ce sera les adultes, ce sera du coup les seniors. Je suis partagé sur les seniors parce qu'en fait, je retrouve des jeunes seniors entre, on va dire, les 18-21 ans pour moi. Enfin, c'est les périodes d'année d'âge de centre de formation où il y a encore cette idée, je suis encore jeune, j'ai encore envie de progresser, je dois faire encore ma place dans l'équipe, je vois machin. On peut encore les intéresser dans le sens où ils sont en train de faire leur place dans l'équipe et ils sont en train de faire leur place dans leur club souvent. Là où ça peut être complexe, c'est le partage qu'on peut avoir sur les études supérieures où au fait, je suis pas forcément présent. Notamment s'il n'y a pas d'université dans la proximité. Les publics plus aguerris, du coup, ce serait plus des gens qui évoluent sur un niveau soit d'arbitrage ou de jeu plus élevé. Le duel, je peux vous dire que plus vous montez en catégorie, plus le duel c'est intéressant, plus l'évaluation du duel c'est intéressant pour eux. Alors je vous donne un truc tout bête, et d'ailleurs ça peut vous donner des billes. Un débutant, il fait ça. Vous avez vu ma posture, ok? Moins de 11, on frappe encore la balle. Après, vous montez en catégorie, ça pousse, d'accord? Mais en fait, mon dribble, il commence à partir du moment où il s'arrête, à partir du moment où j'attrape la balle, on est d'accord? Un joueur, en fait, on va dire plutôt débutant, il va être plutôt dans ce profil-là. Je l'attrape en phase montante. Ok? Un joueur très expérimenté. Regardez la différence. Alors, je suis un joueur intermédiaire. Je suis toujours sur un dribble. Vous avez vu jusqu'où je vais. Je suis un joueur expert. Tous les pas que j'ai faits, ils ne comptent pas. Je suis toujours dans mon dribble, je n'ai pas attrapé la balle. En fait, cette situation-là, elle est difficile à évaluer en tant qu'arbitre. Parce qu'en fait, là, j'ai gagné 2 mètres sur ma distance de combat. Donc, normalement, sur le jeu garçon, notamment pour les jeux ligue, interpol, il y a une maîtrise du duel, il y a beaucoup de jeux qui se fait par la maîtrise du dribble. On se dit que c'est pas avantageux. Alors si c'est avantageux parce que perceptivement parlant on voit plus les choses, mais surtout très avantageux parce qu'on peut maîtriser la hauteur de la balle et jouer sur la distance de combat. La limite c'est qu'on a un crédit d'action en moins et quand on fait une passe, on a indirectement un appui supplémentaire. Et bon, en garçon comme le jeu, c'est vraiment un jeu très direct où globalement on est vraiment dans la confrontation, c'est intéressant d'avoir ça. Donc vous voyez juste la notion de dribble et la maîtrise sur les aguerris, c'est pas du tout la même chose, quoi. Donc en tant qu'arbitre, c'est la galère de savoir quand est-ce que la personne a attrapé la balle ou il faut commencer à compter les pas, quoi. Surtout si on est placé dans l'axe et qu'on voit pas, quoi. Donc voilà, je sais pas si ça peut, c'était un exemple. Un repère défensif, ont-il suffi à nous donner de l'activité juste aux défenseurs? Ok. Les arbitres ont-elles perçu de leur point de vue
et fait le lien avec ce qu'elles doivent siffler. Alors je vais revenir sur la deuxième et après je prendrai la première. Il y a une réponse qui a été donnée par une jeune fille. J'ai compris, mais je suis pas capable de le siffler. En gros, voilà ce qu'elle a dit. Je pense avoir compris, mais je suis pas capable de le siffler. Et elle a dit le premier truc, c'est il faudrait que j'y vienne régulièrement. Donc, perçu, je pense qu'elles ont perçu des choses. Est-ce qu'elles arrivent à le siffler? La réponse est non, pas totalement. Ou au moins quelques situations. Mais il faudrait qu'elles répètent les choses, quoi. Comme un joueur doit répéter aussi. Les repères défensifs donnés ont-ils suffi à donner de l'activité? Ça a répondu à donner de l'activité, mais ça n'a pas répondu à donner de l'activité juste. C'est un peu la différence. Je leur ai donné 2 repères. Aujourd'hui, quand on est globalement sur une situation de faute, on a tendance à faire une faute sur le joueur. Et moi, l'idée, c'est de venir, on fait une faute sur le joueur qui a la balle, donc la balle. Parce qu'une vraie neutralisation, la balle ne sort pas, elle est enterrée. Donc ça pour moi, c'était intéressant. Et le fait de toucher le tronc est intéressant pour amortir ou vraiment contrôler. Après, éventuellement, je pourrais aller sur la main. Donc ça, c'était la première idée. La deuxième idée, c'était d'aborder avec elle le timing. Pour toi, c'est toi, quand est-ce que tu dois monter? À la réception de la balle? Non. À la passe? Non. Alors c'est quand? En fait, c'est un moment où le futur porteur de balle te voit pas monter. En fait, c'est quand il regarde la balle. Donc juste le fait de leur dire là, moi, je leur ai pas dit de monter. En fait, ils ont identifié qu'il fallait qu'elle monte à ce moment-là. Donc en gros, armée de demi-centre, l'arrière, du coup, commence à tourner la tête. Je monte, on me voit pas. Et quand je tourne la tête, quand j'attrape la balle, je confirme. Et là, j'ai le défenseur qui est en face de moi. J'aurais pas dit de monter. Donc pour moi, ça a provoqué de l'activité, ce repère-là, de dire, c'est tu montes à partir du moment où la personne, elle est absorbée par la balle, elle n'a pas la perception de voir la balle et le but. Elle est obligée de se tourner. Donc c'est hyper important en termes de timing, quoi. Donc là, on est que dans le timing. Alors c'est pas juste. Elles sont encore débordées intérieures. Parce qu'elles sont décalées, elles sont plutôt sur la joueuse que plutôt sur la balle. Et notamment d'où vient la balle. Parce que si la balle vient de là, on a plutôt à fermer là. Et si la balle vient là, on a plutôt intérêt à fermer là. Donc dans les défenses de zone, c'est hyper important ça d'ailleurs. Suivant ça, tu vas savoir qui va t'aider ou qui va pas t'aider, quoi. Et puis après, il y a l'histoire droitier-gaucher. Enfin, ça suffit leur donner de l'activité, oui. Et il y a le mot juste, en partie, pas totalement. On n'a pas parlé une seule fois des pieds en termes de... Ça, c'est un truc qui est important pour vous. Parce que les filles, en fait, elles montaient, donc elles resserraient leur bassin, elles montaient leur centre de gravité et elles défendaient. En fait, si je ne fais pas cette action d'écartement, j'ai aucun appui, aucune stabilité. Donc ça manque. Et après, un autre point qui est important, c'est ça, quoi. Parce que là, en fait, même si je tiens quelqu'un, je me fais complètement embarquer, quoi. Par contre, si je suis là, parce que l'histoire de posture d'orienter à droite ou à gauche, c'est pas qu'une histoire de je veux orienter le défenseur, c'est une histoire que là, en fait, j'ai une stabilité avant-arrière, gauche et droite. C'est surtout ça qui est intéressant. Alors que là, en fait, j'ai une stabilité là, mais j'en ai pas comme ça. Or, le joueur, il vient comme ça. Donc, je suis dans la merde, quoi. Et ça, c'est pas que pour orienter à droite et à gauche, c'est aussi pour moi un vrai repère. Et puis, c'est un autre repère, c'est sur la position et le travail, on va dire, des chaînes croisées. C'est hyper important, quoi. Notamment quand j'ai mes mains qui sont posées à l'opposé sur le bras, quoi. Donc, en fait, j'ai une espèce de gainage qui est au niveau du sol, au niveau du tronc, jusqu'à mes bras, quoi. Si je veux aller très loin, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, qu'on n'a pas forcément fait. Mais l'idée, c'était plus de vous donner des pistes, des artifices pédagogiques pour avancer sur l'arbitrage et sur les joueurs. Mais ça a modifié. Pourquoi ne pas être intervenu directement sur les fautes et avoir laissé les joueuses intervenir sans leur dire ce qu'il fallait vraiment faire? Alors je pense qu'on l'a plutôt fait. Par contre, dès qu'on est rentré sur des situations où il y avait des choses en lien avec la protection du joueur, les occasions manifestes de but, là j'ai arrêté. Parce que des fautes, il y en a eu. Mais bon, c'est pas, pour moi, c'est pas hors du thème, mais celle pour moi qui atteignait la sécurité du joueur, mais vraiment de côté, la partie du corps touché, la tête ou autre, il y en a 2-3 d'ailleurs qui ont fait la remarque. Là, je suis intervenu. Alors, à la limite, j'ai laissé, mais j'ai coupé assez vite, parce qu'indirectement, je pense que... Alors moi, je l'ai vécu en tant qu'entraîneur mes premières années. Il y a des moments, j'avais envie que ma défense elle soit hyper agressive, quoi. J'avais envie qu'elle dégommait tout ce qui bouge. Soit parce qu'en fait, je savais que le week-end, j'allais... Bon, je vous le dis, c'est pas contre les Corses, mais j'ai fait un match en Corse, je me rappelle toujours, où on a eu un match plus qu'accroché. Et suite à ce match-là, je me suis rendu compte, c'est qu'on avait pété un câble. On perd le match tout seul, mais parce que simplement, on n'a pas supporté l'agressivité défensive qu'il y a eu, qui a été incorrecte, certes, mais ça justifiait pas nos pertes de balles. On a craqué, quoi. Donc à un moment donné, j'ai fait une séance orientée là-dessus. Mais il y a des moments, bon, mes joueurs, ils ont failli se mettre sur la gueule, quoi. Je le dis autrement, mais je me suis dit, mais enfin, pourquoi ça en est arrivé là, machin. Alors on a pu en reparler avec les joueurs, je me suis excusé auprès des joueurs aussi. Mais il y a un truc que je me suis dit, c'est qu'en fait, indirectement, oui, ces comportements, on n'aurait pas dû les avoir le week-end et je voulais pas revivre la situation qui m'a été pour moi frustrante et pénalisante le week-end d'avant. Donc je voulais qu'ils se l'approprient. Mais d'un autre côté, j'ai pas le droit de faire ça parce que je risque de blesser un de mes joueurs à l'entraînement. Et ne serait-ce qu'en tant qu'éducateur, c'est compliqué, quoi. Donc ça arrive en match, machin, les arbitres font pas le truc, t'essaies dans la mesure des possibles de gérer, malgré la compétition. Mais en tant qu'éducateur, bon, ça c'est limite. Donc l'artifice pédagogique de ce soir des chasubles, c'est une autre façon de faire des fautes, sans que ce soit trop dangereux. C'est ça un peu l'idée, quoi. Pas arriver à vraiment blesser des gens. Donc leur dire ce qu'il fallait faire, pour moi, en fait, on leur fait perdre en autonomie. Si on leur dit tout, on leur fait perdre en autonomie. Et à la limite, il vaut mieux qu'elles se trompent qu'on en discute après. Et on a les 2-3 points qui étaient importants, on essaie de revenir dessus, en partant de leur avis. Puis au bout d'un moment, quand je vois qu'elles étaient vraiment loin, je reprends la parole. Par contre, si elles étaient encore sur la piste, je les laissais sur la piste. Mais quand elles étaient complètement éloignées, je disais stop. Là, c'est plutôt ça, quoi. À quel public, âge d'arbitre cela correspond? Alors, globalement, c'est du duel. Donc déjà, vous prenez tous les publics garçons. Mais globalement de 13 ans, 15, 18, vous savez que les garçons privilégient plutôt ça. C'est une tendance, j'ai pas dit que c'était la réalité. La notion de sanction. La notion de sanction, elle apparaît à partir du moment où la compétition existe.
Globalement, c'est là où ça apparaît. Suivant les comités, elle pourrait apparaître avant. Elle est surtout, elle s'exacerbe à ce moment-là, donc c'est les moins de 13. Vous en avez en moins de 11. Après, en moins de 11, c'est différent. Alors, il y a certains comités qui font des moins de 11 sans score. Dans le Rhône, il y a un championnat élite. Alors, vous imaginez pas la boucherie que c'est, en moins de 11. Ou même les moins de 13 arbitres ne peuvent pas les siffler. Donc, il y a une espèce de moins de 15 souvent qui vient siffler, qui a une compétence pour tenir, parce qu'en fait, c'est un peu un championnat élitiste. Alors, c'est pas tout à fait élite, mais je ne sais plus comment ils l'appellent. Mais en gros, il y a les moins de 11 des meilleures équipes nationales, quoi. Donc, et puis, il y a des déviances dans les tribunes en moins de 11. Donc, on dit qu'il faut apprendre les arbitres sur le niveau moins de 11. Moi, je vous dis que celui-là, c'est une catastrophe, quoi. Surtout pas les mettre là. Donc ça, c'est malheureux. La notion de sanction est contradictoire avec ce qu'on demande, c'est clair. Mais comme vous avez travaillé la défense, vous avez travaillé sur votre attaque. Et puis, quand vous avez travaillé sur votre attaque, vous allez faire votre défense. Vous allez travailler sur votre défense. Donc, ouais, la notion est contradictoire. Moi, j'appelle ça la dialectique, moi. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand je mets en difficulté l'un, je redonne des billes à l'autre, et ainsi de suite, et je joue là-dessus. Donc moi, je l'aperçois comme ça. Donc contradictoire, oui. Après que ça amène des apprentissages, ça permet de développer l'un ou l'autre, pour moi, c'est complètement dedans. Après, la question, c'était pas dans ce sens-là, c'était plutôt dans le sens où est-ce qu'avec une même séance, on peut mettre l'accès à la communication arbitre-joueur au lieu de mettre en avant la sanction. Bien sûr, bien sûr. Alors, circonstances un peu différentes, mais faites. C'est-à-dire que là, on s'est attaché à identifier le fond, et là, sur la communication, on identifie plutôt la forme. Je le dis autrement. En fait, du coup, c'est toi qui vas décider. Par contre, tu vas poser la question à comment tu le fais. Donc, c'est ce qu'on a commencé avec la petite qui a dit le sens du jeu, qui a dit, va lui expliquer ce que tu as vu. Ou l'autre élément, c'était, bon, t'as pas vu, c'est pas grave. En tant que joueuse, t'as ressenti quoi en tant que défenseur? En tant qu'attaquante, t'as ressenti quoi, toi? Tu peux lui expliquer? Tu peux l'exprimer? Donc, en fait, indirectement, mais c'est pas fait dans la situation d'arbitre. Finalement, ça communique. En fait, je communique par mon empathie ou ce que j'ai vécu. Ou alors, par exemple, je suis partenaire à côté. Alors, on l'a fait, au début de situation, on l'a fait. Toi, t'as vu quoi, toi? Ah bah moi, j'ai vu ça, j'étais à côté. Oui, elle a touché de côté. Début de la communication. En plus, alors, dans le contexte où, première fois que tu passes, t'as une caméra, t'as des gens à l'extérieur ou autre, avec un public féminin. Je ne fais pas des généralités, mais j'ai un public féminin à Besançon, j'ai les moins de 8 CF de Besançon en support. Elle parlait pas plus, alors que je peux vous dire qu'elle bavarde tout le temps en permanence sur le terrain. C'est juste le fait d'avoir ce contexte-là, quoi. Donc voilà. Mais pourquoi pas? Alors du coup, plus une séance tournée sur, ça reste la sanction. Par contre, on s'axe sur la communication, quoi. Et là, moi, c'est pas du tout mon sujet, en fait. C'est à la limite, il y a un sujet spécifique pour ça, c'est ce qu'on a expliqué, faute offensive. Je mets le contexte pour qu'il n'y ait que des fautes offensives et je m'appuie sur le coup de sifflet, le sens du jeu, l'endroit de la faute et le 3 mètres. Et éventuellement ce que j'ai à dire aux joueurs pour expliquer ou faire la gestuelle. Pour moi, c'est pas possible de tout faire en une séance. C'est comme si vous demandiez globalement à votre arrière de reconnaître l'intervalle et en même temps lui demander de traverser en termes de biomécanique. Donc en gros, je vous donne les éléments, mais les arbitres c'est exactement pareil que les joueurs, mais si vous avez le bio-informationnel, le biomécanique, affectif, d'accord, et après tout ce qui est en lien avec mes déplacements, je résume, c'est les 4 bios que vous avez. Vous savez que vous allez influencer sur un des 4 sur votre séance. Donc quand je suis en apprentissage, je suis plutôt sur le perceptif, d'accord. Quand je suis dans le renforcement, je suis plutôt sur l'aspect mécanique et physio. En gros, moi je mets au défi quelqu'un d'arriver à transformer quelqu'un sur les 4 choses pendant la séquence. Donc l'arbitre, moi c'est la même chose. Moi je peux pas aller le gérer sur la communication, sur les critères de décision, sur le déplacement et la gestion de son affectif. Je suis pas capable de le gérer dans une séance. Ou alors j'ai des gens qui ont déjà des prédispositions et qui sont capables de tout absorber. Ce que j'ai pas perçu ou croisé pour l'instant. Pour moi, c'est la même chose en fait. C'est une perception. Est-ce qu'on ne se décale pas d'une séance type dans l'énergétique? Beaucoup d'arrêts. C'est ce que j'ai dit, c'est pour ça qu'à la fin j'ai dit aux filles, il faudrait qu'on court. D'ailleurs, c'est la question que j'aurais posée. Voilà. Sur la première situation, le fait d'être resté très longtemps sur le demi-terrain, on aurait pu couper dès la deuxième pour passer au grand terrain. S'il y a bien un moment pour changer, c'était là, parce que moi j'ai senti une baisse aussi. Et j'ai senti une limite aussi dans l'exploitation et l'utilisation de l'espace dans la largeur. En fait, ils allaient beaucoup dans la profondeur, ils allaient très peu sur les côtés. Sur un public garçon, ce sera l'inverse. Ils vont exploiter à max les côtés, puis après ils vont jouer dans le dos. Ils vont pas forcément aller systématiquement de l'avant. Donc voilà, c'est peut-être un comportement atypique. S'il y avait une chose à changer, ce serait ça. Parce que du coup, c'est une nécessité par rapport à l'activité. Vous avez un grand nombre, vous avez intérêt à le faire, sinon vous êtes mort. Là, les filles sont très bien comportées. Après, je pose 3 questions à la fin. C'est facile de poser des questions devant le public parce qu'on n'est pas forcément sûr d'avoir la réponse vraie, propre à chacun, parce qu'on a quelqu'un qui nous regarde. Mais en fait, quand elles nous ont dit, globalement, quand elles ont répondu 3 questions, est-ce que tu as appris des choses un peu sur l'arbitrage, un peu sur le jeu? Est-ce que tu as le sentiment d'avoir fait une séance plutôt agréable? Et est-ce que globalement, tu as le sentiment que ça t'a apporté? Je résume. Tu peux te dire dans leurs yeux que elles ont plutôt senti, ressenti, pas forcément le cas de toutes. Par exemple, si on parle de la gardienne, on n'a pas forcément alimenté tout ce qu'on pouvait faire avec elle, quoi. Donc là, c'est elle que s'il y a un point énergétique à revoir, c'est plus par rapport à elle, quoi. C'est plus par rapport à elle où il y a des choses. C'est la question d'après, j'avais pas vu. Donc ça tombe bien. Alors il y a un truc qui est hyper important. Alors, ton binôme est un ancien gardien de but. Moi, je m'aperçois d'un truc. Alors après, c'est un constat, je suis pas sûr que ce soit une réalité. Mais en fait, ça s'aperçoit que tous les joueurs qui ont l'habitude sur le jeu à 6 mètres sont très bons sur la lecture du jeu à 6 mètres. Quand il y a un gardien de but, il voit ce qui se passe sur la zone, donc en général, il est très bon là-dessus.
en tant qu'arbitre. Un pivot, il est très très bon sur la lecture de ce qui se passe à l'intérieur de la défense parce qu'il a cette expertise, cette expérience. Alors je dis pas qu'un demi-centre est forcément bon que sur le champ non plus, mais il y a une sensibilité. Donc moi il y a un truc qui est important, peut-être qu'on aurait pu faire un peu plus sur la séance, c'est que tout ce qui se passait autour de la zone, on aurait pu demander l'avis de la gardienne de but. Parce que globalement déjà, elle pourra déjà donner son avis. En plus je pense que s'il y a un truc intéressant, c'est qu'elle peut amener des corrections aux défenseurs. Donc ça, peut-être dans les positionnements, le placement, c'est peut-être plus forcément à moi de le faire, mais peut-être à elle. Enfin voilà, la position géographique la plus... S'il y a un travail de contre, elle est très bien placée pour pouvoir le gérer, quoi. Donc moi c'est intéressant. Puis bien, parce qu'à un moment donné, regardez le nombre de gardiens qui réagissent sur les matchs en disant mais il y a zone, laissez-leur un espace à l'entraînement pour qu'ils puissent s'exprimer parce que tous les week-ends ils n'arrêtent pas de parler aux arbitres. Et ben on va leur laisser la place, puis on va même leur laisser prendre le sifflet s'il faut. Non mais voilà, je vous le dis parce que régulièrement, alors on a parlé beaucoup de décisions, en fait il y a un coup de sifflet qui fait qu'il y a une fille qui est toute seule à 6 mètres qui tire et on revient à la faute qu'il y a avant. Mais combien de fois vous avez les gardiens de but, en fait ils font l'arrêt, et il y a une faute à 7 mètres qui est sifflée derrière. Alors c'est la frustration ultime comme le joueur qui se trouve tout seul à 6 mètres. Et on en a parlé tous les deux. Poser la question à un moment donné, c'est finalement on va se poser la question de c'est quoi une faute. Parce que alors, pour moi j'ai deux types de fautes en tête, c'est les fautes liées à la règle et j'ai les fautes liées au contact. Nous on était sur la faute liée au contact. La question qu'on se pose c'est qu'à un moment donné il y a un contact sur une fille, elle se rééquilibre, elle transmet sa balle, la balle arrive sur l'aile et là j'ai franc. Bon déjà c'est une coupure de jeu. Et après on a vu une autre situation tous les deux, où globalement il y a un duel, il y a un contact, elle lance complètement sa balle en touche. Et là, il y a un jet franc aussi qui est sifflé. Est-ce que c'est lié au contact qui a entraîné un déséquilibre qui a fait qu'elle a un mauvais passe, ou est-ce que c'est que la personne elle s'est repositionnée qui a fait une mauvaise passe? Parce que si c'est le cas d'une mauvaise passe, la logique, elle a suffisamment bouffé, trier les fautes. Trier les fautes, c'est identifier que par rapport au niveau de jeu, la joueuse, par exemple, elle est capable d'identifier un certain nombre de choses. Une débutante, on la touche à peine, elle vole. Donc elle a de grandes chances que sa passe elle soit complètement affectée. Vous prenez une experte, tant que vous n'avez pas touché jusqu'au poignet, mais elle peut libérer comme ça, quoi. Donc en fait, elle peut se faire complètement dégommer puis lâcher un bon ballon. Combien de fois vous le voyez? Alors je vais être dans l'extrême. On le voit très régulièrement là sur. En ce moment, il y a pas mal de vidéos qui circulent sur beaucoup de joueuses qui savent de plus en plus faire des roucoulettes, des chabalas ou autres, notamment en Ligue des Champions. Il y a de plus en plus de joueuses qui arrivent à se faire attraper, à libérer juste ça, comme ça, pour jouer le décalage. Il y en a de plus en plus. Et en fait, cette notion-là, c'est une notion un peu d'avantage, de régulation. J'ai vu deux situations. J'ai vu une situation où la balle est lâchée, la lière elle fait, et puis une situation où c'est quasiment la même. Mais la joueuse elle ne comprenait pas que l'arbitre n'ait pas sifflé faute. Mais tu es capable de le faire. Ils ont identifié qu'en fait, la difficulté qu'on peut rencontrer en lien entre l'arbitrage et la technique, c'est que l'arbitrage doit s'adapter au savoir-faire du joueur par rapport à ses compétences, qui sont différentes sur chaque poste et chaque niveau, et ce n'est pas forcément les mêmes. Donc ça, c'est une vraie difficulté, mais tu as quand même un niveau global. Et à l'inverse, le joueur il doit s'adapter à ce que va redonner, s'il va donner l'arbitre va leur donner la balle ou pas. Je prends l'exemple de Liam parce que c'est dans la salle, c'est lui qui vit le plus ces situations-là. J'ai eu l'occasion de faire un stage avec les France Jeunes sur Paris, enfin avec le groupe France Jeunes, et que du coup je pense qu'on a dû passer son temps à lui dire pourquoi vous redonnez la balle, quoi. Pourquoi vous redonnez la balle? Les joueurs là, il est touché en l'air, mais il n'y a aucune conséquence, il est capable de libérer, il est capable même de faire la passe comme ça au pivot, quoi. Et c'est pas parce qu'il la loupe qu'il faut lui redonner la balle. Alors il y a une autre tendance qui est importante et qui est à prendre en compte, et je le vois chez les entraîneurs aussi. Ça c'est vraiment, pour moi c'est du préjugé. Une roucoulette ou un chabala, ça peut être le bon geste. C'est pas que esthétique. Donc il y a des moments, je vois des arbitres, il y a une faute réelle sur le joueur il tente une roucoulette, il n'y a pas jet de 7 mètres. Parce qu'il tente une roucoulette. Alors que c'était le geste juste et ça l'a vraiment perturbé. Et à l'inverse, je vois des arbitres en fait globalement, où dans la situation, le joueur il tire franc, et là systématiquement ils vont mettre jet de 7 mètres. Parce que le mec avait tiré franc. Mais les deux situations, c'est des situations d'occasion manifeste de but. Le joueur a le droit de faire ce qu'il veut. C'est parce qu'il a tenté une roucoulette, un lob, tout ça, qu'on ne doit pas sanctionner si on a estimé que ça a influencé. Et en fait, pourquoi je fais le lien avec les entraîneurs, c'est globalement, putain, t'es nul, t'as fait une roucoulette, tu te fous de la gueule de la personne. Mais c'est peut-être juste. C'est pas ça qu'il faut. Ce qu'il faut juger, c'est pas l'aspect esthétique ou autre, c'est l'efficacité. Je suis désolé, mais quelqu'un qui loupe un tir franc, on va pas l'engueuler. Après, il y a juste mieux. Je dis pas que tout est bien, tout est rose, machin. C'est une tendance pour moi. C'est juste faire attention à ça. Moi, je sais que le premier retour que j'ai eu avec Eric Courtois, mon ancien binôme, Eric il me dit, il a tenté une roucoulette, je lui donne pas le 7 mètres. Et Eric, pourquoi? Le mec, il est excentré, le gardien, il est excentré, globalement, il a le bras en bas. Avant qu'on fasse la faute sur lui, le mec le touche, mais on s'en fout qu'il fasse une roucoulette ou pas, on va pas juger la faute, elle est commise, quoi. Donc, vous voyez des choses à retravailler encore là-dessus, quoi. Mais c'est des perceptions d'entraîneur aussi qu'on a. Comme des fois, en tant qu'arbitre, laisser passer une situation qui est identifiée peut-être comme dangereuse, mais qui amène une situation de but, et faire une différée. C'est peut-être ça le chabala en fait de l'arbitre. Mais moi, si on reprend tout le schéma qu'il y a pour que le joueur acquérisse ça, il a préparé, il travaille autour du système du gardien de but, il a réussi mécaniquement à travailler son poignet, à se coordonner entre la partie extrême du corps et la partie proche,
Tout le schéma de l'arbitre, c'est pareil, c'est j'ai vu la faute, mon premier réflexe serait de siffler et d'expliquer en gestuel. Alors, il ne faut toujours pas faire la gestuelle en premier, on te demande de faire le sens du jeu, donc ça va à l'opposé de ce que tu penses. Et en plus, tu dois la laisser, et en plus, tu dois accorder le but, et en plus, tu dois te rappeler qui c'est pour mettre la bonne sanction et lui expliquer avec la bonne gestuelle. Non, mais finalement, je me retrouve avec, en fait, au même savoir-faire que c'est comme si on demandait à moins de 9 de faire en fait un contre un schwenker et puis de mettre un Chabala derrière. Donc en fait, le truc qu'on peut rencontrer qui est hyper intéressant, que je confronte beaucoup avec les entraîneurs, on a eu une grande discussion avec le pôle d'excellence il n'y a pas longtemps, où David Foyola, on a eu une grande discussion là-dessus. Il y avait des attentes vis-à-vis de l'arbitrage, les arbitres n'ont pas été au plus haut niveau, ils ont fait des choses intéressantes, ils sont loupés. Et il y a certaines situations, il me dit globalement, bah, cette situation-là, putain, mais comment il peut la louper? Et quand j'ai donné cette comparaison par rapport à ce qu'il demandait à ses joueurs, elle m'a dit c'est bon, maintenant c'est bon, j'ai compris quoi. C'est bon, j'ai compris. Bah, le repère, déjà, il l'a pas. Le niveau de compétence, il est plus élevé que son niveau à lui. Et du coup, à aucun moment, il peut le siffler, quoi. Même s'il essaie de le faire, l'arbitre doit accompagner la progression dans les joueurs en montrant, ça on est d'accord par rapport à la com, ce qu'il accepte ou ce qu'il n'accepte pas. Ça, pour moi, c'est la notion de cadrage aussi qu'on peut avoir. Le cadrage, c'est pas forcément la sanction. C'est ce qu'on a essayé un peu d'amener aux filles quand elles ne voulaient pas forcément mettre un carton jaune, c'est ça, en tant que joueur, tu le tolérais ou pas? Ah bah non, bah va lui dire. C'est peut-être aussi expliquer que plusieurs fois, ça ne pas retrouver en bonne situation pour jouer le Geffron, on était à l'intérieur. Le cadrage, c'est en fait, globalement, dans les règles, on vous demande juste de sortir, quoi. Pas forcément un acte de sanction, c'est pas forcément un acte de réparation non plus. C'est peut-être une explication, une information, qu'elle ne sait peut-être pas. Est-ce qu'on a fait à peu près le tour? Ça va, j'espère que ça a répondu un peu à vos questions. Oui, non, jetez-moi des tomates, insultez-moi.